Dernier virage dans cette émission, l'autre journal, nous sommes avec Luc Abaki et Ferdinand Haïté. Nous allons parler du dernier sujet que nous avons préparé pour vous, la force Barkhane, la France qui annonce le départ du Mali et le sentiment français qui se développe sur le continent africain. Luc, vous avez vu, il y a la force Barkhane qui part, ouais, et le Mali dit prendre note. Oui, il a pris acte et en même temps il a posé ses conditions. Oui. Mais c'est un peu dommage, hein, tout ce qu'on est en train de vivre dans le Sahel avec le bras de fer qui oppose la France au Mali, aux autorités maliennes aujourd'hui, et qui est couronné malheureusement par un projet de démantèlement des bases militaires qui étaient donc installées au Mali depuis 2013, oui, à cause justement des djihadistes et des terroristes, hein, qui envahissaient donc le nord de ce pays-là et qui avaient expliqué que le professeur Diokounta Traoré, à l'époque, avait sollicité les forces françaises, en tout cas un appui aérien et en renseignement, de manière à pouvoir contrer les colonnes des terroristes donc, qui étaient en train d'envahir plusieurs villes du nord et qui menaçaient l'existence même de l'État malien. Je crois que la collaboration a été extrêmement difficile. Ce n'est pas l'occasion ici de jeter la pierre sur telle ou telle personne, mais ce qui est sûr, c'est que le bilan est relativement mitigé. Parce que au moment où les forces françaises étaient appelées à intervenir au Mali, la menace djihadiste était sur une portion d'à peu près 20% du territoire. 9 ans après, on constate que le phénomène s'est métastasé, il s'est amplifié, il s'est répandu jusqu'à envahir d'autres territoires, notamment le Burkina Faso, le Niger, et aujourd'hui on parle même du golfe de Guinée. Et donc, je pense qu'il est logique qu'on puisse faire un bilan. Et je crois que c'est ce que les autorités maliennes ont voulu faire précisément avec la France en demandant une revue des accords militaires qui régit, donc qui constituent le cadre juridique régissant donc les opérations qui sont menées dans ce pays-là. Malheureusement, la France a pris ça à mal parce que, estimant que les autorités maliennes n'étant pas légitimes et légales, donc elles ne pouvaient pas composer avec ces dernières pour pouvoir donner une suite favorable à cette opération-là. Ce qui est dommage parce qu'en fait, s'il faut être cohérent sur cette question, c'est qu'en réalité, c'était aussi un régime transitoire qui avait fait appel aux forces françaises. Et donc, ce prétexte qui consiste à dire, ah ben écoutez, ceux-ci ne sont pas légitimes, ils ne sont pas légaux, donc on ne peut pas composer avec eux, est un non-sens. Parce qu'aucun État au monde n'a pouvoir, en tout cas en diplomatie, à juger de la nature de ses partenaires. Et donc, cette outrecuidance a poussé la France à couper ce cordon-là de façon unilatérale, alors qu'il y a un cadre juridique formel qui demandait justement une décision concertée entre les deux parties. J'ai été surpris de constater que le président en exercice de la CEDEAO, tout comme celui en exercice de l'UIA, était présent donc aux côtés du président français pour acter en tout cas cette rupture et ce projet de départ des forces Barkhane et Takuba du Mali, alors qu'ils ne sont pas partie prenante des accords qui lient la France au Mali. Je pense que le minimum aurait dû les amener à demander à la France mes devoirs avec le partenaire plutôt que de prendre acte d'un projet unilatéral qui est initié par la France. En tout état de cause, l'on comprend aisément l'état d'esprit aujourd'hui du peuple malien qui est exposé donc à un phénomène qu'il n'arrive pas à résoudre. Et donc, l'espoir qui avait été suscité par l'arrivée des forces Barkhane en 2013 s'est effiloché de lui-même et il a laissé place à un sentiment anti-français. Je crois que dans votre question, vous étiez en train de parler d'anti-français. Donc, ce sentiment devient plus fort et il laisse place à un besoin de patriotisme, d'affirmation de soi, parce qu'au regard des échecs enregistrés par les partenaires extérieurs, il vaut mieux désormais faire face aux problèmes soi-même en diversifiant justement les partenariats. Et je crois que c'est ce que les autorités maliennes
ont dû faire en achetant désormais les équipements à l'extérieur, notamment en Russie, tout simplement parce que pendant que les forces Barkhane étaient là en opération au Mali, on les empêchait d'acheter du matériel. Ou du moins, ils achètent, mais on ne leur livre pas. Et la force Barkhane elle-même, qui est chargée de former les forces maliennes, et en même temps de les aider à s'équiper de manière à assurer leur autonomie à un moment donné, parce qu'en réalité, cette force n'était pas arrivée au Mali pour s'éterniser. Donc, elle devait, au même moment qu'elle opère sur le terrain, assurer la formation et l'équipement progressif des forces maliennes, de sorte qu'elles puissent prendre le relais. Mais selon les communications, en tout cas, qui sont produites par les autorités maliennes, c'est que on a empêché systématiquement l'armée malienne de s'équiper avec du matériel adéquat en vue de prendre le relais nécessaire. C'est comme s'il y avait anguille sous roche, c'est-à-dire que la France semblait jouer un double jeu avec certains djihadistes et faisait en sorte à pérenniser sa présence dans cet espace-là, simplement parce qu'il y a d'autres intérêts géopolitiques inavoués qui font que on ne veut pas faire donc du Mali un État fort, ou bien on ne veut pas lui laisser la latitude de construire son armée et de prendre en charge son destin. Je crois que c'est toute la problématique qu'il y a autour de cette question de la présence des forces militaires européennes et françaises au Mali, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un débat autour de cette question-là, mais c'est dommage parce qu'en toute tête cause, ce qu'on recherche en fait, c'est le bien-être de la population, c'est la sécurité de la population, c'est la liberté de circuler des citoyens maliens de manière qu'ils puissent faire face aux défis de leur existence elle-même. Donc, si aujourd'hui, les politiques sont obligés de se tirailler entre eux et de se passer des mots très forts, pendant qu'on recherche le résultat sur le terrain, je crois qu'il y a un problème. Mais bon, il me semble que les autorités maliennes sont en train quand même, à partir de ce qu'ils sont en train de nous montrer, de faire un travail sérieux, notamment avec leur armée, pour reconquérir de façon progressive les forces, l'espace, le territoire malien. On ne peut que leur souhaiter bon vent, beaucoup de courage, beaucoup d'audace, et que bon, ben, demain soit meilleur qu'aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Luc. Oui, Ferdinand, avec ce départ des forces Barkhane de Takuba, est-ce qu'on peut avoir peur pour le Mali aujourd'hui? D'abord, il faut rappeler que c'est une scène de ménage Bah ouais. d'un couple qui a fini par aboutir à un divorce sans consentement. Il y avait de l'électricité en l'air depuis, ça parlait de part et d'autre, ça menaçait, il y avait beaucoup d'arrogance, beaucoup de dérapage verbal. Comme dans un foyer, à un moment donné, quand on arrive à un pic, à un niveau de non-retour, ça va dans tous les sens. Même quand on essaie de vous raisonner, ce n'est pas évident. Chacun tire à son ego. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. Tout le monde savait que ça devait finir comme ça. Et les Français, à un moment donné, se disaient, bon, la manière dont les choses se passent, on ne peut plus travailler avec ces gens, donc nous préférons partir. Et puis les Maliens disent, bon, partez tout de suite. C'est comme une femme qui vient vous dire, bon, moi je pars. Hein. Tu dis, bon, sors tes bagages, vas-y en même temps, je ne veux plus te voir, parce que bon, il y a quelqu'un, il y a une autre qui attend, donc il faut partir. Donc, c'est pour caricaturer tout ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est la volonté du peuple malien qui, en tout cas la majorité du peuple, qui est soudée derrière les autorités actuelles, qui ont exigé une certaine clarification dans leurs relations avec la France, qui ont fait des manifestations pour demander aux forces françaises de partir. Et ce n'est pas seulement que la volonté du peuple malien, c'est aussi l'exigence des djihadistes. Avant même que les actuelles autorités n'arrivent au pouvoir, les djihadistes demandaient depuis le départ de toutes les forces du Mali. C'était l'une des exigences des AQMI au Sahel et tout ce que vous savez, qu'il faut que les forces la partent. Et donc maintenant, les Maliens sont face à leur destin. Ils sont libres aujourd'hui de s'organiser eux-mêmes, de sécuriser leur territoire, de composer avec qui ils veulent, de s'organiser comme ils veulent et de reconquérir l'intégrité de leur territoire. Comme Luc vient de le dire, on ne peut que leur souhaiter le meilleur. On ne peut que leur souhaiter une réussite. Seulement, nous sommes dans une zone très sensible
C'est vrai qu'il y a beaucoup de passion autour de la question du Mali, il y a beaucoup de passion. Bon, moi, je relativise beaucoup, parce que la question du terrorisme, c'est quand même une question assez complexe. C'est assez complexe, surtout quand on est dans une zone où vous remarquerez que les djihadistes ont réussi, par exemple au Mali, à opposer les communautés, à jouer sur les ethnies, à recruter les uns contre les autres. Aujourd'hui, il y a des problèmes de fond au Mali entre, par exemple, les nomades et les sédentaires. Et c'est les djihadistes qui ont instrumentalisé ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, vous avez la question de l'Azawad, qui est là, dont on ne parle pas pour le moment. Et quand on parle de l'Azawad, ce n'est pas seulement le nord du Mali, un peu Niger, un peu Mauritanie, un peu Algérie. Il y a toute une problématique là-bas. Et vous avez maintenant tout le Sahel. Le Mali est frontalier à 7 pays. Est frontalier par exemple au Burkina de plus de 1000 et quelques kilomètres. Comment la question là va être réglée? Comment les choses vont être réglées? Parce que moi je ne voulais pas partir des petites victoires qui redonnent de l'espoir pour faire croire qu'on va régler le problème. Vous voyez la Syrie par exemple. Vous voyez la Syrie par exemple. Les Russes sont là, les Américains sont là, les Israéliens sont là, les Turcs sont là. C'est devenu un Capharnaüm. Je ne sais pas si vous voyez, les Russes ont fourni beaucoup de matériel à la dynastie alaouite, donc Bachar el-Assad, mais ils n'ont pas encore réussi à stabiliser le pays. Il y a toujours des affrontements tous les jours. Et il ne faut pas que le Mali, avec le temps, devienne un pays où le remède devient plus grave que le mal. Donc, on souhaite que les choses aillent normalement. Les Maliens sont en quête de leur souveraineté, en quête de leur fierté, en quête de leur dignité. Tous les Africains apprécient leur courage, leur détermination. Mais il faut faire très attention pour que... Parce que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui et qui portent en triomphe leur héros, c'est-à-dire les officiers, ils ont des préoccupations. Ils ont des préoccupations quotidiennes. À un moment donné, si les préoccupations n'ont pas de solution, les mêmes populations vont se retourner contre les militaires qui sont là aujourd'hui. Je pense que les militaires en sont conscients. Ils en sont plus que conscients d'ailleurs. Et ils ont un problème de temps et de timing. Et donc c'est un challenge qui s'offre à eux. Et on va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Mais moi j'aurais voulu que la séparation ne soit pas aussi brutale que ça. Qu'on puisse s'entendre sur les fondamentaux d'un divorce, soit à l'amiable, je ne sais pas quoi, et qu'on liquide le patrimoine conjugal, quoi, et que chacun prenne son chemin. Parce que la manière dont ça se passe là, ça braque les partenaires, ça braque les uns les autres, et ça peut avoir des incidences demain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que celui qui vient d'être mis dehors de la maison, il ne va pas très loin. Exactement. Il ne veut pas aller très loin. Il ne veut pas aller très loin. Voilà. Il reste encore dans la zone. Il reste encore dans la zone et on ne sait pas ce qui va se passer réellement. C'est vrai que ce n'est pas exclu que des tensions peuvent aussi naître au Niger, au Burkina, où les populations ne sont plus vraiment favorables à la présence de ces bases militaires qu'on considère à tort ou à raison comme des soutiens aux djihadistes. Parce que ça aussi, c'est tout un débat qu'il faut faire. C'est tout un débat qu'il faut faire. Et moi, je pense que les Africains... Moi, je suis très content que la situation au Mali débouche sur cette solution-là, pour que les Africains eux-mêmes prennent en charge leurs responsabilités. Absolument. Je ne sais pas si vous voyez. Absolument. Le Mali a connu un régime militaire de 28 ans. Moussa Traoré. C'était pas quand même la vie en rose. Parce que j'entends les gens dire, oui, la démocratie n'est pas adaptée aux réalités africaines. Qu'est-ce qui est adapté à nos réalités? On a essayé tous les régimes, ou bien les gens se trompent. Au Togo, on a connu un régime de parti unique pendant 38 ans. C'était le modèle. Au Mali, ils ont connu Moussa Traoré 28 ans de pouvoir. C'était le modèle. Il y a eu une réussite. C'est quoi le modèle? Il n'y a pas de... C'est-à-dire que les institutions sont là. La seule chose qu'on demande aux gens, c'est de les respecter. C'est d'accepter le jeu démocratique.
Mais c'est que nous-mêmes, nous avons une ingéniosité à pervertir les institutions, que la démocratie peine à s'installer dans nos pays, ou que le régime politique peine à s'installer dans nos pays. Quelqu'un me dit qu'il faut revenir aux valeurs ancestrales. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles valeurs ancestrales? Je donne l'exemple du Togo, par exemple, qui est un système que nous avons hérité de la... qui est un pays que nous avons hérité de la colonisation allemande, en tout cas, dans sa forme ancienne, et des accords après la Première Guerre mondiale, dans la forme actuelle avec la tutelle française. Nous avons une quarantaine d'ethnies au Togo, du moins. Si nous voulons revenir aux valeurs ancestrales, comment nous gérons ce pays? Comment on gère ce pays? Comment on le gère? Il faut trouver un système politique qui est conçu de telle sorte que toutes les ethnies se sentent intégrées dans une nation, se sentent capables de gérer le pays, ne se sentent pas exclus de la gestion permanente du pays. Je ne sais pas si c'est la démocratie, je ne sais pas si c'est la dictature, mais on a quand même essayé déjà de système. Donc il y a toute une réflexion à faire, et le Mali, c'est un pays pour le moment sans État, sans nation, parce que le pays est déliquescent, comme la plupart des pays africains d'ailleurs. C'est ce qui suscite tous les coups d'État que vous voyez. Parce que si un pays est solide, si un pays est une nation véritablement solide, les institutions sont là pour garantir, pour mettre chacun à sa place. Vous avez vu l'aberration Burkina? Un militaire fait un coup d'État et il vient prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Vous avez des juristes dans ce pays. Hein? C'est-à-dire que c'est une jurisprudence dangereuse. Un militaire fait un coup d'État, il dit qu'il dissout la Constitution et toutes les institutions. Et à un moment donné, il revient pour réhabiliter ce qui l'arrange. Et il vient devant la Cour constitutionnelle, composé de juristes de haut niveau. Les gens qui ont l'obligation de garantir l'application de la loi. Ces gens-là ne disent pas que nous ne pouvons pas accepter. Nous démissionnons en bloc. Nous gardons notre honneur pour qu'il aille prêter serment là où il veut. Ces gens qui venaient d'accepter il y a 1 an et demi le serment de Roch Kabore acceptent le serment de quelqu'un qui vient de faire un coup d'État. C'est-à-dire qu'ils remettent même leur propre existence en jeu. Quand Donald Trump a voulu faire son petit malin au Capitole, c'est la Cour constitutionnelle, comment on appelle ça aux États-Unis, qui l'a rappelé à l'ordre. Même son propre vice-président a dit qu'il n'était pas d'accord avec lui. Donc voilà comment nos pays sont gérés. Et donc, on va continuer par observer la question du Mali, parce que de la réussite des autorités actuelles dépendra de beaucoup de choses dans la région. S'ils ne réussissent pas, le Mali va sombrer. Et je ne pense pas que ce soit le souhait des uns des autres. Le souhait des uns des autres, c'est que cette affaire de djihadisme, de terrorisme soit résolue, ne serait-ce qu'au Mali, pour que cela puisse servir de cas pour les autres pays qui sont à côté. Il y a un exemple que tout le monde cite, c'est la Mauritanie. Vous savez que depuis 2011, il n'y a jamais eu plus d'attaques en Mauritanie. Comment les Mauritaniens ont réglé le problème avec les djihadistes? J'ai lu récemment une interview d'un officiel mauritanien qui a décrit comment ils ont réglé le problème sans faire appel aux forces extérieures, quelles qu'elles soient, ni aux puissances extérieures. Ils savent, les Mauritaniens, que le mouvement djihadiste a aussi des soutiens dans les pays arabes. Par exemple, dans le Sahel, il y a un wahhabisme sahélien qui est financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et les gens pour la charia, et tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça. Et ces pays sont des amis français, que sont les amis de la France, Qatar et Arabie Saoudite. Vous comprenez? Et donc il y a toute une réflexion à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la passion, il y a 1000 spécialistes en terrorisme sur les réseaux sociaux, il y a des millions de spécialistes en terrorisme, mais les vrais experts savent ce qu'il faut faire pour sortir de la situation. Moi, je ne voudrais pas voir l'État du Mali, déjà assez faible, s'effondrer avec les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Vous venez de lire que le Mali vient de porter plainte contre l'UEMOA par rapport aux sanctions de l'UEMOA, parce que ça commence par peser sur les populations. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller rapidement au dialogue, trouver une solution. Pendant que les militaires maliens sont en train de se battre sur le terrain pour neutraliser les derniers poches de djihadisme, il faut que sur le plan politique et sur le plan de la diplomatie régionale, on puisse trouver rapidement une solution pour avancer, pour que l'État malien ne se fonde pas. Maintenant, la France est partie, c'est une bonne chose, et ça
doit être comme ça pour tous les pays africains, pour que pour une première fois, nos chefs d'État soient devant leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, parlons du sentiment anti-français, peut-être que je monopolise la parole, lui qui va parler tout à l'heure, on va en débattre. Il y a beaucoup de chefs d'État aujourd'hui qui sont contents que toutes les populations en Afrique tapent sur les Français en les oubliant. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez, il y a même ceux qui financent ça. C'est-à-dire que tous les jours, peut-être je vais laisser lui, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Mais j'allais même en venir justement parce que quand on parle de modèle de gouvernance qui puisse convenir, je pense qu'on cherche trop loin. Qu'est-ce qu'un citoyen qui vit dans un pays cherche? C'est son épanouissement. C'est les conditions minimales qui lui permettent de s'occuper, de se faire valoir, de faire valoir son intelligence, ses compétences, ses aptitudes et de vivre justement de ce qu'il produit. Et qu'il puisse bénéficier des conditions optimales de justice, etc. Et lorsque quelqu'un le triche, qu'il soit sûr qu'il a une justice équitable qui pourra trancher cela. C'est tout simple. Tout dépend justement de l'écosystème que le dirigeant à qui on confère le pouvoir de gérer le pays va mettre en place. Le problème avec le dirigeant, c'est que une fois dans le fauteuil de l'État, ils oublient leurs devoirs, ils oublient leurs responsabilités et ils prennent le pouvoir pour une fin en soi. C'est-à-dire que le simple fait qu'il y ait des dithyrambes, des éloges autour de lui, le simple fait que les gens lui disent que non, mais vraiment, vous êtes un homme providentiel, vous êtes l'homme de la situation. Le simple fait qu'il ne marche que sur le tapis rouge, ou alors chaque fois qu'il passe, il y a des applaudissements, ou des gens qui courent avec des armes autour, le flatte tellement son ego qu'il oublie qu'en réalité, il est à un poste de service sacerdotal au bénéfice des citoyens et qu'il a des comptes à rendre, qu'il a un devoir historique à tirer le peuple vers le haut. C'est tout le problème que nous avons dans nos pays. Parce que quand vous regardez les diplomaties avancées, il y a le devoir de redevabilité qui est clair. Si la Cour suprême aux États-Unis a été capable de rappeler Donald Trump à l'ordre, c'est parce qu'elle n'est pas inféodée. C'est parce qu'elle n'a pas été abrutie. C'est parce que l'institution est devenue forte. Tout simplement parce qu'il y a eu un courage de mentalité et l'esprit lui-même est assaini. Tout le monde est focalisé sur une conscience nationale, sur des valeurs identitaires nationales qui permettent à chacun de dire mais ce n'est pas avec ton titre que tu peux m'influencer. Est-ce que vous comprenez? Le titre en lui-même ne devait pas être un critère d'évaluation des individus dans une société. Tu peux avoir un problème avec un ministre, un DG, un officier, etc. Si tu es dans ton droit, il faut que la justice elle-même soit en mesure de te la donner. Lorsqu'un ministre ou un commis de l'État sera coupable d'un acte délictueux, il faut que la justice soit en mesure de le sanctionner. Lorsque la justice ne le fait pas, et il y a donc des frustrations permanentes, puisque lorsqu'il pose cet acte-là, il y a des préjudices sur les citoyens. Et donc il y a des frustrations permanentes, c'est ce qui crée la révolte, ce qui amène justement, favorise le terrorisme, les révoltes, etc. Et ça fait que ça crée en tout une instabilité à la fois sociale, politique, et économique, etc., etc. Donc, tout dépend du niveau de clairvoyance du dirigeant lui-même, de son engagement à servir et de sa conscience même par rapport au pouvoir, c'est-à-dire du regard qu'il porte sur la mission qui lui a été confiée. Mais s'il va là-bas, parce que bon, les gens l'acclament, l'applaudissent, et puis il a accès à toutes les dividendes de l'État, donc il peut en faire ce qu'il veut. S'il se met à en abuser, simplement, il ne peut pas avoir l'énergie pour être un serviteur. Il est un leader éclairé qui se sacrifie pour le devenir de son pays. C'est un travail extrêmement compliqué et sérieux que de travailler sur les esprits des gens, sur d'épanouir l'esprit de l'être humain. C'est très facile de donner de l'argent à des citoyens et dire oui, vous êtes magnanime et tout. Mais ce qui est compliqué, c'est de mettre en place un système éducatif qui permet justement de paramétrer l'esprit de chaque citoyen et de les focaliser sur une conscience nationale, sur des valeurs identitaires, à partir desquelles chaque citoyen sait ce qu'il doit faire pour participer à construire le bien commun. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est en cela que nos États, en fait, sont très loin de construire des nations. Parce qu'un dirigeant qui s'appuie sur des raisons, des mobiles ethniques, régionalistes,
pour former son gouvernement ou pour positionner des gens dans l'appareil directionnel de l'État, il y a un problème. Parce que sa vocation, en fait, c'est de se baser exclusivement sur les compétences, sur les aptitudes, sur en tout cas, la possibilité pour chaque citoyen d'agir en fonction de cette position naturelle. Plutôt que de dire, oui, bon, mais celui-là, il est proche de moi. Donc, quand on cultive le népotisme, le favoritisme, et même la complaisance face au délit, à des vols, à la corruption, etc. Vous ne pouvez pas créer une nation avec cela. Donc, le problème n'est pas la démocratie. Le problème est dans la mentalité du dirigeant et du regard qu'il a sur le pouvoir. En ce qui concerne la situation du Mali, c'est quand même déplorable. Parce que quand on parle des valeurs identitaires, l'une des valeurs identitaires en Afrique qui est connue, c'est quand même la solidarité, par exemple. Donc, logiquement, vu la situation qu'il y a, les États de la sous-région auraient dû trouver un moyen solidaire pour être solidaires du Mali en résolvant le problème. C'est vrai que les militaires sont là, ils ont le sentiment de vouloir s'arc-bouter sur le pouvoir et s'y éterniser. Ça, c'est l'impression première qu'on a. Mais à partir de l'instant où ils proposent, avec la complicité d'un certain nombre de citoyens maliens, un chronogramme, on peut le trouver délirant, d'accord. Mais l'attitude habile de la CEDEAO aurait dû être, en retour, c'est maintenant même qu'ils ont commencé à trouver des solutions, de leur proposer de façon concrète ce que eux, ils veulent, en même temps avec des moyens à l'appui. En réalité, le chronogramme qui avait été proposé, c'était quoi? C'est de 6 mois à 5 ans. A priori, quand on entend cela, on dit, ben, attends, ça, c'est les gars, ils sont fous. Pourquoi ils proposent des choses comme ça? En réalité, s'ils sont conscients que le problème de la transition peut être résolu en 6 mois, c'est qu'ils ont mis, à partir de ce moment-là, un certain nombre de besoins. Puisque nous sommes tous conscients que la situation au Mali est tellement délicate et complexe. Il y a des problèmes d'ethnie, il y a des problèmes de terrorisme, il y a des problèmes de sécurité, etc. Et il y a besoin des problèmes même d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous voulez qu'on résolve le problème en 6 mois, vous allez nous accompagner sur le plan financier. J'aurais aimé voir la CEDEAO dire, bon, ok, nous voulons que ce problème soit résolu en 1 an. Comme le propose désormais le président d'exercice de la CEDEAO, moi je l'ai suivi dans son interview, il dit une transition 12 mois nous conviendrait. Ça ne se décrète pas. Ça se résout à partir des problèmes qu'il y a et des moyens qu'on est capable de mobiliser. Donc la CEDEAO est une entité quand même assez grande. Ils peuvent décider de se cotiser, moi je ne sais pas, ou ils peuvent décider de lancer un appel aux institutions internationales en vue de mobiliser des moyens à la fois financiers et techniques pour apporter un appui direct à la transition de manière que si les soldats, les militaires, les officiers là sont de mauvaise foi, qu'on puisse les dévoiler tout de suite. Parce que l'argument qu'ils donnent, c'est que nous devons d'abord conquérir le territoire. Nous devons avoir des moyens de mettre en place des institutions. Les institutions, ça fonctionne avec des ressources. Nous devons avoir des moyens de mettre en place des institutions fortes qui peuvent réguler les élections, etc., etc. Ça demande des moyens. On dit d'accord, ok, ça, il n'y a même pas de problème. La CEDEAO joue de son aura pour faire la mobilisation nécessaire, apporter l'appui technique qu'il faut, et puis dire que, mais écoutez, nous voulons une élection au bout d'1 an, mais voici ce que nous apportons. Et on est contraint à aller au bout à partir des solutions qu'on trouve là. Ça n'a pas été le cas, et de façon, je veux dire, musclée, on prend des décisions d'ailleurs illégales. Parce que quand tu vois même l'acte additionnel de la CEDEAO concernant la bonne gouvernance, la démocratie, il n'y a nulle part où il a été prévu la fermeture des frontières, où il a été prévu le blocage des avoirs d'un État qui n'est même pas, ces avoirs-là ne sont pas les biens des officiers, c'est les biens du peuple. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a nulle part où il est dit que vous pouvez interrompre les échanges économiques, etc. Donc ça, c'est des mesures qui sont quand même draconiennes et qui ne reposent sur aucun principe juridique. Voilà pourquoi c'est quand même écœurant qu'on puisse voir que des frères d'une même sous-région puissent se tirer dessus ou bien tirer à boulet rouge sur une victime qui est déjà fragilisée et qui ne cherche qu'à trouver des solutions opportunes. Et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que, à partir de l'instant où c'est souvent la France, les autorités françaises qui annoncent à l'avance des sanctions éventuelles qui seront ensuite validées par la CEDEAO, on se dit que la France a dû jouer un rôle catalytique pécamineux
dans les sanctions que le Mali est en train de suivre aujourd'hui. Donc, en tout état de cause, je pense que Ferdinand a été très pertinent sur cette question. Nous souhaitons voir le Mali relever le défi. Parce que ce qui se joue au Mali va impacter fondamentalement l'ensemble des pays de l'espace francophone d'Afrique, notamment en tout cas d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est parce que la situation du Mali n'est pas autre que celle que nous vivons au Togo, au Burkina, au Bénin, etc. etc. C'est une question de gouvernance. C'est une question de capacité à créer un État-nation. C'est une question de vision et de disponibilité à épanouir les citoyens. Il faut véritablement qu'on puisse arriver à ce niveau-là parce que l'Africain n'est pas né quand même pour vivre par procuration. Donc, nous devons pouvoir être capables de faire face par nous-mêmes aux défis qui se présentent à nous, mais à cette condition qu'il y ait cette disponibilité à servir, que ceux qui sont chargés de tracter le devenir de nos sociétés se rendent vraiment disponibles pour servir, pour composer avec toutes les intelligences existantes dans chaque pays, pour pouvoir trouver des solutions appropriées, quitte à ce qu'on souffre. Mais le fait de ne compter que sur l'extérieur, que ce soit sur des questions de terrorisme, enfin, de sécurité, ou même des besoins économiques, fait que nous restons bébés à tout moment. Je suis heureux d'entendre Choguel Maïga dire que non, mais ils vont désormais marcher comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il ferme, mais au bout il va marcher. Donc je pense qu'il faut qu'on soit un peu ambitieux et qu'on ait envie quand même de se déployer, de déployer nos facultés parce que Dieu n'est pas aussi bête pour nous créer avec des facultés qu'on ne peut pas utiliser. Donc c'est l'occasion ou jamais pour nous de l'utiliser et je souhaite véritablement que le Mali puisse relever ce défi-là. Vaille que vaille, et vous allez voir qu'il y aura un changement total dans les mentalités même des citoyens de l'espace francophone, parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est l'espace francophone qui est le plus malheureux, en tout cas en Afrique. Quand vous voyez tous les indicateurs, il n'y a pas un pays qui a émergé dans cet espace-là. Il y a beaucoup de pesanteurs qui font qu'on est obligé justement de commencer à provoquer le déclic quelque part, et il me semble que le cas malien est un exemple. Merci beaucoup, Luc. Et Ferdinand, jusqu'à présent, le Niger est calme. Bon, on peut relativement calme, mais c'est le Niger qui se propose maintenant pour accueillir... oui, le Niger est calme, mais ça commence pas à bouillir un peu. C'est vrai que le pouvoir du Niger n'est pas aussi un pouvoir solide que ça. Mamadou Issoufou a manœuvré pour mettre son ami et compagnon Bazoum à la tête du pays. Là aussi, vous avez des problèmes entre les Djerma et les Haoussa. C'est un problème séculaire. Il faut comprendre comment les choses se passent. Et Bazoum n'est ni de l'un ni de l'autre. Il est d'une extrême minorité. Et c'est complexe. Le Sahel est très complexe. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on lit là, les développements que les gens font facilement. Depuis l'époque très ancien, avec les caravanes, tout ça, depuis que les Kankan Moussa ont fait quoi? C'est la plus vieille civilisation. Le pèlerinage à la Mecque. Cette zone était toujours une zone de contrebande et de criminalité. Et donc, ce n'est pas seulement d'hier que ça commence. Donc, c'est une zone difficile. Aujourd'hui, le Sahel, c'est quoi? C'est les migrants, c'est la drogue, c'est la cigarette. C'est maintenant le trafic des pierres précieuses. Parce que, par exemple, les terroristes, les terroristes, lorsqu'ils prennent des zones, ils les exploitent. Ils prennent des minerais et il y a des circuits pour les vendre. Je ne sais pas si vous voyez. Après, il y a tous les trafics des animaux. Ils opposent les communautés pour pouvoir les dominer. Vous voyez. Et donc, il faut vraiment que les dirigeants maliens s'entourent de vrais experts pour comprendre même le fond du problème et proposer des solutions. Parce que la solution ne sera pas que seulement militaire. Parce que si c'était militaire, on devait régler le problème depuis. Parce qu'il ne faut pas bomber le torse qu'on a les meilleures armes. Mais est-ce que aujourd'hui, les gens sont capables de construire un État où les communautés, même qui sont opposées, puissent vivre ensemble, où il n'y a pas d'animosité, où il n'y a pas des gens qui mènent des expéditions contre les autres parce qu'il y a ci, il y a ça. C'est ça le fond du débat. Vous voyez. Et donc, moi je dis, c'est une bonne chose que la France parte. Elle devait partir même depuis longtemps. Pour que nous assumions désormais nos responsabilités. Moi, ce qui m'agace, c'est tout le discours
tous les jours anti-français, et on ne parle même plus de nous. Quand moi j'ai fait récemment une observation sur les réseaux sociaux, tous les activistes togolais, les plus percutants, que ce soit sur Twitter, Facebook, tout ça, je suis allé sur leur truc. Plus personne ne parle du Togo. Même les problèmes togolais, les hôpitaux, les centres de santé, le manque d'eau, tout le monde est sur les histoires de la France, la France, la France. Alors qu'ici, on est en train de préparer un 5e mandat. Après, les gens seront surpris qu'on les a roulés dans la farine. Alors qu'ici, l'opposition a déliquescence. Alors qu'ici, il y a des réflexions à faire pour voir comment il faut s'organiser pour les prochaines... Je ne sais pas s'il y a des échéances. C'est pour ça qu'il faut que les Français partent. Parce que moi, j'ai des indices qu'il y a des dirigeants en Afrique qui alimentent le débat anti-français pour que les gens les oublient un peu. Parce que le fait de mettre tous nos problèmes sur la France fait qu'on oublie la responsabilité de nos dirigeants. Quand celui qui m'appelle de Cara en disant qu'il n'y a pas de l'eau dans son quartier, et comment il appelait ça, donc là, est-ce que c'est de la responsabilité de la France de mettre de l'eau dans son quartier là-bas? Quand il y a eu un article ces jours-ci, qu'il y a des gens qui accouchent même par terre à l'hôpital CHU Sylvain Solibio, lui qui venait de parler des hôpitaux, est-ce que c'est de la responsabilité de la France pour que nos dirigeants puissent équiper les hôpitaux? On parle des dirigeants visionnaires, mais il y a dans des pays en Afrique francophone où les gens font quand même des efforts. Il y a certains qui font des efforts. Ou bien, est-ce que certains ne font pas des efforts pour émerger? Bon, il y a d'autres qui le font rien. Pratiquement pas grand-chose. Donc, quand aujourd'hui, on parlait du sentiment anti-français, c'est un sentiment qui découle de beaucoup de choses. D'abord, le passé colonial qui n'a pas été vraiment soldé. Il y a toujours des plaies qui sont ouvertes. Ensuite, le fait que la France ait soutenu les régimes les plus autocratiques en Afrique en faisant assassiner tous les leaders indépendantistes, tous ceux qui pouvaient vraiment incarner un leadership en Afrique, dans tous les pays francophones qui ont été assassinés, que ce soit au Congo, au Cameroun, en RDC, au Togo, au Bénin, partout, les leaders, au Burkina où les gens ont été assassinés, tous ceux qui étaient des gens, des leaders, ont été assassinés par la puissance coloniale. Les gens ont gardé tout ça. Et tout ça revient aujourd'hui à la surface. Vous voyez? Et cette pratique française de s'immiscer dans nos affaires de façon permanente, en donnant des ordres, en étant tellement arrogant, en disant oui, c'est ça que vous devez faire, les jeunes en ont marre. Vous savez, les intérêts français sont énormes dans d'autres pays. Mais il n'y a pas de réaction. Je donne des exemples. Le premier partenaire en Afrique de l'Ouest de la France, c'est le Nigeria. En termes de chiffres d'affaires et de commerce. Oui, bien sûr. Non. Mais la France ne s'immisce pas dans la politique nigérienne, c'est tout. Donc au Nigeria, personne ne parle de la France. Voilà. Le Ghana est le 5e partenaire de la France en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que vous voyez le président gagner derrière la France comme ça. Lui, il réfléchit à business. Il ne regarde pas vos histoires. Lui, il voit l'intérêt qu'il tire pour son pays. Et vous savez qu'en Afrique, lui venait de le dire, on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. En 2005, pour voir comment la France joue dans nos pays, en 2005, lorsqu'il y a eu cette transmission de pouvoir des militaires à Faure-Gnassingbé, Obasanjo a haussé le ton. Obasanjo était le premier à dire, mais c'est quoi cette histoire, ça ne peut pas se passer. Et a commencé par bourdonner. Les gens ont dit oui, que le pouvoir togolais a envoyé de l'argent pour le calmer. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je n'en sais rien. Mais la France est le pays qui a le plus joué. Et je vais vous expliquer comment la France a joué pour calmer le Nigeria. Pour comprendre que même nous les Africains, on n'est pas solidaires. Chirac a appelé Obasanjo en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. C'est notre zone d'influence. Voilà. Alors pour calmer le Nigeria, Chirac a proposé, il dit, bon, notre plan, c'est que Faure reste. Faure va rester, c'est notre plan. Il faut que toi, tu recules, tu changes de langage, tu ravales tes menaces. Et la France a proposé en contrepartie d'effacer une partie de la dette du Nigeria et de proposer le Nigeria au Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux conditions ont suffi pour que Obasanjo nous sacrifie. Ah ben, bien sûr. Il n'a rien à foutre de notre 56 000 km². Les intérêts. Il a changé de position. Et bien évidemment, la France a tenu promesse, en tout cas pour le premier point. Ils ont effacé une partie de la dette du Nigeria. Mais le second point ne dépendait pas seulement de la France seule. Et donc ça n'a pas pu aboutir. Voilà comment le Nigeria vient par rapport au Togo. Vous voyez. Et donc,
quand vous voyez un président français faire une tournée en Afrique de l'Ouest, ils vont toujours au Nigeria et au Ghana. Oui, les intérêts français aujourd'hui au Ghana sont plus énormes que les intérêts français au Togo, au Bénin réunis. C'est pour ça que le président du Ghana, il est tout derrière la France. Il est francisé, oui. Et lui, il voit l'intérêt qu'il va tirer. S'il peut sacrifier le Togo pour amener des investisseurs chez lui, tant mieux. S'il peut sacrifier, je le sais, qui pour amener des investisseurs chez lui, tant mieux. Donc, ça doit nous amener à réfléchir sur ce qui se passe dans nos pays et comment nous devons nous organiser pour sortir de cette emprise-là. S'il y a un problème aujourd'hui au Togo, ne comptez pas sur le Nigeria. Ne comptez pas sur le Ghana. Et en plus, c'est des anglophones. L'anglophone, c'est de money, c'est l'argent. C'est pas. Ça va tout sacrifier. C'est pas le problème. Ça se voit aujourd'hui dans le problème malien. Oui, ce sont les pays francophones qui prennent le débat, notamment la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez. Et donc, moi, je pense que il y a tout un débat à faire et nous devons continuer par ce que les gens font, rappeler à la France qu'elle ne peut pas continuer par être notre, tuteur, parce que nous sommes assez grands, 60 ans d'indépendance, nous sommes grands pour voler de nos propres ailes, mais ne pas mettre tous nos problèmes sur la France. Parce qu'il y a des choses que nos dirigeants doivent faire, qui ne le font pas, ce n'est pas la France qui leur dit de ne pas faire. Ce n'est pas la France qui demande, qui interdit à des dirigeants de ne pas construire des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, de faire des routes. Ce n'est pas la France qui leur dit de voler de l'argent. Il y a même l'argent que ces partenaires-là donnent, mais on vole ici. Donc on doit relativiser, on doit serrer les choses de manière à situer chacun les responsabilités à tous les niveaux. Sinon, on va laisser la proie pour l'ombre. Pendant qu'on crie France là, le gars, il est là. Vous voyez le pouvoir togolais? Vous pensez qu'il est aussi fortement soutenu par la France? En 16 ans de pouvoir, il faudra diversifier ses soutiens. Les gens ne font pas d'analyse précise pour comprendre comment ce régime a pu diversifier ses soutiens, sur quoi il se base. Quand on parle de Pegasus, on parle des Israéliens, on parle des écoutes, on parle de tout ce que vous pouvez imaginer pour sécuriser le pouvoir. Ce n'est pas la France aujourd'hui, c'est Israël. Mais comment le Togo paie Israël pour ça? On le sait. Aujourd'hui, ils sont avec les Turcs. Qu'est-ce qu'ils veulent? On le sait. Ils sont avec, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font? On le sait. Donc, le fait de dire seulement la France oublie, nous empêche même à regarder d'autres soutiens de ces régimes-là, qui sont des soutiens non moins importants, qui nous empêchent, nous, par exemple, d'avancer. Donc, la France, oui, sentiment anti-français, oui, mais il faut faire attention à ne pas laisser la proie pour l'homme. Pour revenir à la question du Mali, je vais en finir par là. Lucas dit l'essentiel. On espère que les officiers là ont vraiment une vision pour le pays et qu'ils ne sont pas là seulement pour faire ce que les autres ont fait avant eux. Parce que dans l'euphorie des coups d'État, parce qu'il y a des frustrations avant, parce qu'il y a des déceptions avant, parce qu'il y a des problèmes avant, les gens perdent parfois dans la passion, ils perdent la raison. Avant de se réveiller plus tard, ils ont été déjà dribblés. On voit déjà les premiers pas en Guinée. On voit ce qui se passe en Guinée. On voit ce qui se passe en Guinée. On sait aussi qu'au Mali, il y a des problèmes. Mais que la passion fait que les gens n'arrivent pas à évoquer les problèmes au Mali aujourd'hui. Regardez un peu, lorsqu'il y a eu le divorce entre la France et le Mali, les autorités maliennes n'avaient pas besoin, même s'ils ont été frustrés, de dire partez tout de suite. Parce qu'ils savent que partir sans délai n'est pas applicable. Ils sont des militaires. Ils savent que quand il y a une base militaire, pour replier une base militaire, ce n'est pas sans délai. Parce qu'il y a toute une logistique à rapatrier. Mais ils l'ont dit pourquoi? Ils l'ont dit parce qu'ils avaient besoin de fouetter une fibre dans le pays pour faire monter l'adrénaline. C'est ça qu'on appelle la manipulation de l'opinion. Je ne sais pas. Et quand le président français dit on ne part pas, est-ce qu'il y a encore eu de réaction? Parce que les militaires maliens savent qu'on ne démantèle pas une base comme ça. Et le président Macky Sall a dit, c'est Barkhane qui assure la sécurité de la MINUSMA, parce que la MINUSMA est sous le régime de la force de paix. Et que ces choses-là ne devaient pas se faire dans la précipitation. Les autorités maliennes devaient le savoir. Et ça les discrédite. Ce n'était pas des décisions à prendre. Le divorce est consommé, d'accord, faites vos bagages, partez, mais vous n'avez pas besoin de dire partez sans délai. Parce que sans délai là, si l'autre ne part pas sans délai,
la décision que vous venez de prendre d'annoncer avec tout le bruit va vous discréditer. Ils n'avaient pas besoin de mettre sans délai. Ils pouvaient dire, d'accord, on a pris acte, il faut partir. Le plus tôt possible. Les expressions ont leur sens. Vous pouvez dire le plus tôt possible. Mais sans délai, alors que vous n'avez pas de moyens, alors que vous savez même qu'on ne peut pas partir sans délai, ce n'était pas une bonne communication. En tout cas, en tant que journaliste, je pense que ce n'était pas une bonne communication. Ce bout de phrase-là n'était pas une bonne communication. Ils auraient pu le dire autrement. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ils l'ont dit parce qu'ils avaient besoin de faire monter l'adrénaline dans le pays. Et pour manifester encore, pour que le peuple manifeste encore leur soutien à eux. Mais c'est un jeu qui est un revers. C'est pour ça que moi je relativise les choses. Plus vous faites monter la mayonnaise, jusqu'à un niveau donné, si jamais vous n'arrivez pas à être à la hauteur de ce que vous avez fait croire à la population, il y a un revirement de la situation. C'est comme dans nos pays, quand les opposants mettent les gens dans la rue, ils posent des revendications à l'extrême. Et tout le monde est galvanisé. Départ et tout de suite. Mais le jour où vous n'arrachez pas le départ et tout de suite, et que vous revenez dire aux gens, bon, nous sommes en train de négocier, vous démoralisez, démobilisez vos troupes. Donc, il y a un risque de piège devant les autorités maliennes. C'est pour cela qu'elles ont intérêt à agir très vite et à redresser la situation. Parce que lorsque les effets des sanctions, lorsque les difficultés quotidiennes vont commencer par assaillir les Maliens, lorsque dans le milieu des affaires, les gens vont commencer par ressentir des problèmes, lorsqu'au niveau de la classe politique, c'est aussi un danger que les gens ne voient pas. Les politiciens professionnels vont commencer par dire, ah là, non, vous traînez trop, il faut faire les choses. Parce que ça a commencé par se dire au Mali. Et les gens disent qu'ils vont sortir le 25. Je ne sais pas si ça serait vrai ou faux. Les gens vont les pousser à commettre des erreurs et ça va se retourner contre eux. On a vu Dadis Camara, on a vu d'autres coups d'État. Et donc, la situation au Mali est très complexe. C'est vrai qu'il y a de l'euphorie, mais il faut avoir les pieds sur terre pour ne pas tomber du haut. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant avec le dossier malien, c'est vrai que Ferdinand a bien fait d'interpeller les consciences sur le fait qu'on laisse des questions assez sensibles dans nos pays pour s'intéresser beaucoup plus au dossier malien. J'avais dit tout à l'heure que ce qui se joue au Mali engage le devenir de tous les pays de l'espace francophone. J'en suis convaincu parce qu'en réalité, il s'agit d'arriver à mettre un terme à une façon d'entretenir des relations entre la France et l'ensemble de cet espace-là. Parce que la plupart des problèmes dans cet espace viennent de la nature des relations qu'il y a là. Notamment dans le choix, comme vous le dites, des dirigeants. Parce que la France, jouant ses intérêts, souhaite simplement avoir des pions qui lui sont acquis. Donc, elle n'a rien à foutre avec l'intégrité du dirigeant, la vision du dirigeant, la capacité de gouverner du dirigeant. Elle a besoin de mettre un pion qui défend sa cause à lui, ses intérêts. C'est ce qui s'est passé au Tchad. Donc, si on commence à amener la France à revoir cette position-là, à partir du cas malien, je pense que le reste des problèmes sera très facilement résolu parce que nous sommes tous conscients que nous n'avons pas les dirigeants qu'il nous faut. Mais à partir de l'instant où le perron de l'Élysée leur est ouvert, du coup, ils vont chercher leur légitimité là-bas, pour la plupart. Et donc, du coup, ils oublient leur responsabilité, leur mission, leur redevabilité vis-à-vis de leurs propres citoyens. Et donc, ils se disent, bah, écoutez, même si nous pillons les ressources, même si nous ne construisons pas les hôpitaux, même si nous ne nous occupons pas de l'épanouissement des citoyens, nous ne revoyons pas les paradigmes d'éducation des citoyens, vous avez beau crier, tant que la France nous soutient, nous allons être là. Ça veut dire tout simplement qu'ils tiennent toute leur légitimité, toute leur vie en tant que dirigeants de la France. Voyez-vous? Donc c'est tout le problème qu'il y a. Il faut qu'on amène, c'est pour ça que j'avais dit au départ dans l'émission précédente, que le phénomène des coups d'État devrait être une occasion pour les dirigeants
de nos pays de tirer les leçons de leurs manquements. Parce que quand on fait un coup d'État, et plutôt de voir le peuple se révolter contre le coup d'État et défendre le président déchu, on voit un peuple qui adoube les putschistes, c'est qu'il y a un problème. Parce que logiquement, un président a reçu un mandat du peuple. Et donc le peuple compte sur lui pour qu'il réalise tout ce qu'il a à réaliser et assurer son dépassement et tout. Donc le peuple ne peut pas tolérer que les militaires puissent s'immiscer dans un schéma consensuel qui permet donc à tout le monde de se retrouver dans l'écosystème requis. Alors on devrait s'attendre à voir des citoyens qui sortent en masse pour condamner le coup d'État et réclamer le retour de leur président. Mais si c'est le contraire, cela veut dire que, en clair, c'est l'aspiration profonde de la majorité de la population qui est conclue justement par l'adoubement des coups d'État, en dehors du cas malien et peut-être un peu du Burkina, ça ne date pas d'aujourd'hui. Regarde un peu. Lorsqu'il y a eu le coup d'État de 1963 au Togo, c'est ça non? Oui, 63, personne n'a rien dit. Parce que, bon, c'est la première fois que les Togolais voient des militaires sortir avec des fusils, tout ça. Les gens ont pris peur, personne n'a rien fait. Et l'aura qu'avait le président Sylvanus Olympio, les gens étaient surpris que personne n'ait réagi. Mais en 66, je crois, Nkrumah, qui était une figure emblématique du panafricanisme, a été renversé par la bande des Kotoka et machin. Mais les Ghanéens ont largement applaudi. Avant de se rendre compte, c'est vrai qu'il y avait une situation difficile à l'époque, il y avait des réflexes autoritaires qui avaient commencé, les gens ont applaudi, avant de se rendre, peut-être 40 ans plus tard, que bon, Nkrumah c'était une perte en le réhabilitant. Quand vous prenez les vidéos de Hissène Habré, en train de Idriss Déby, en train de rentrer au Tchad en 89, avec son turban, en train de rentrer triomphant en N'Djamena, tout le peuple était sorti. Oui. Les gens se sont dit, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Voilà. Mais justement, pour 40 ans après, 40 ans après, oui, les Tchadiens sont encore avec le bébé et Déby, oui, et avec un pays totalement déliquescent. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis d'accord avec toi. Et donc, moi je pense que oui. Le soutien des peuples, je vois rarement en Afrique, en tout cas dans l'histoire, je ne sais pas si je peux trouver 2 ou 3 exemples, où il y a eu coup d'État et les gens sont sortis pour réclamer le président déchu. Oui. Peut-être qu'il y a eu des tentatives qui ont été rapidement matées, parce que ceux qui font le coup d'État ont souvent le déchu avec les armes. Je ne sais pas si vous voyez. Mais dans le cas malien, c'est vrai qu'il y a une communion entre la population et les militaires. Justement parce que il y a eu des années de déception, il y a eu une mauvaise gouvernance, il y a eu tellement de frustration, de problèmes, que les gens se sont dit, la France en est le responsable, en grande partie. Et tous nos dirigeants qui nous narguaient, c'était avec le soutien de la France. Aujourd'hui que nous avons des autorités qui ont décidé de porter le fer contre la France, qui ont décidé d'aller à l'encontre des prescriptions de l'Élysée, on va les soutenir jusqu'au bout. C'est une bonne chose. Et c'est un réveil que tous les Africains apprécient. Et moi, je dis, il faut que les autorités maliennes soient à la hauteur de ce réveil-là. Je suis obligé de te couper parce que tu m'as coupé la parole. Je sais que tu vas parler quelques secondes seulement. Oui, justement, mais pourquoi on les adopte? Justement, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est parce qu'il y a un espoir. Ça veut dire que l'espoir avait été étouffé. L'espoir logique et légitime qui doit naître de la gouvernance d'un pays et dans l'esprit des citoyens avait été quelque part étouffé par le système de gouvernance des gens qu'on renverse. En tout cas, en l'état actuel des choses, que ce soit au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso, je pense que c'est des situations qui sont bien avérées. D'accord? C'est à partir de ça, parce que moi, je suis obligé de travailler sur la conscience des dirigeants eux-mêmes pour éviter le syndrome-là auquel nous faisons face. Voilà. Ils n'ont pas de conscience. Voilà. Qu'ils aient conscience ou pas, au moins nous, on aura parlé. Et l'histoire nous donnera raison ou tort d'avoir parlé. Donc nous, on a des convictions, on leur rappelle tout simplement leur responsabilité. De manière que même si c'est une seule voix
qui sort pour condamner le fait qu'on ait renversé quelqu'un et qu'on rappelle ces faits d'armes en faveur du peuple, c'est déjà une bonne chose. Donc, c'est pour dire tout simplement que vous ne pouvez pas prendre le pouvoir pour une fin en soi. Pourquoi moi je suis très attentif au dossier malien et je soutiens vraiment l'action de ces Maliens-là? C'est parce que j'observe dans leur attitude, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, que ce soit sur le plan de la communication, sur le plan de la stratégie politique, sur le plan de la diplomatie, ils tiennent toujours la bonne route. Et ils font même des leçons à la France, en tout cas en ce qui concerne les règles diplomatiques, les règles politiques, etc. Et même de la communication, voyez-vous. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont compris que les armes à elles seules ne suffiront pas pour régler le problème malien. Donc, ils ont activé une forme subtile de dialogue avec l'ensemble des groupes avec qui ils avaient signé l'accord d'Alger en 2015. Ils se sont retrouvés tout récemment en catimini en Italie pour réajuster les choses et faire en sorte qu'ils puissent se retrouver dans les conditions qui permettent l'application de cet accord-là. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire de leur bras de fer avec à la fois la France et la CEDEAO, malheureusement, ils sont conscients que le défi est si grand qu'il faut composer avec toutes les intelligences au Mali. L'opposition, effectivement, a dit qu'à partir du 25 mars, ils ne vont plus reconnaître les autorités actuelles. C'est de bonne guerre parce que eux, ils doivent exister eux aussi. Ils doivent montrer que l'activité politique doit continuer dans le pays. C'est normal, c'est ça même qui constitue le ferment de la démocratie dans un pays. Et je crois que c'est un élément de pression supplémentaire sur les autorités qui se verront alors obligés de s'engager davantage pour considérer les opinions des uns et des autres avant de trouver une solution médiane qui va satisfaire tout le monde à la fois, voyez-vous. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Maliens éteints de cette situation-là, poussés à leur dernier retranchement, on a l'obligation en tant que citoyens, ayant une vision, aspirant à quelque chose de mieux pour nos populations, de soutenir donc leur action-là, avec l'espoir qu'ils comprendront tout le défi qui est donc mis sur eux, de manière qu'ils puissent atteindre des résultats probants. Je suis heureux de constater qu'ils sont en train de diversifier d'abord leurs relations, notamment avec l'Algérie, en tout cas les autres pays qui ne font pas partie de la CEDEAO, et puis bien d'autres en Europe, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Mais la question du terrorisme, c'est un vrai problème. Je crois que Ferdinand avait fait une allusion au fait que la France est amie au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Mais je voudrais préciser que lorsque Le Drian, Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des Affaires étrangères, était nommé ministre de la Défense sous François Hollande, la France vendait environ 4 milliards d'euros d'armes. Sous Le Drian, il a multiplié ce chiffre-là par 4 ou par 5 même. Au lieu de ces 4 milliards, ils sont à 16 à 20 milliards aujourd'hui de vente d'armes. À qui? Au Qatar et à l'Arabie Saoudite, en tout cas principalement, qui à leur retour financent bien entendu l'État islamique, dont les ramifications sont donc dans nos pays, etc. Donc c'est pour ça que lorsqu'on regarde tous ces éléments-là, et on voit de par l'histoire ce que la France a eu à jouer comme rôle, et même aujourd'hui, son implication, sa façon condescendante et arrogante d'intervenir dans nos pays, il y a de quoi mutualiser les forces pour d'abord le glisser. Dès qu'on le met de côté, on fait face à nos problèmes. C'est-à-dire que dès l'instant où il n'y a plus quelqu'un qui adoube un pouvoir de fait et de façon forcée et qui l'impose à un peuple, le président lui-même, même s'il a d'autres relations, dès lors où ces autres relations-là ne vont pas s'immiscer directement dans son choix et dans son maintien, je pense que les citoyens seront en mesure alors de lui rappeler tout simplement sa responsabilité vis-à-vis de leur devoir. Justement. Luc, c'est les autres partenaires que vous ignorez là parfois qui travaillent aussi à fabriquer des résultats. Et ça aussi, il faut le savoir parce que on ne les ignore pas, mais au moins l'ennemi qu'on connaît déjà là. On les ignore parce que... Je pense qu'il faut procéder par l'élimination progressive. Il y a une étude assez fouillée qui est sortie sur le rôle des Israéliens, par exemple, auprès de Biya. Il faut le lire pour comprendre comment est-ce qu'ils ont maintenu le pouvoir de Biya jusqu'à maintenant. Il y a ce conflit qui oppose Alpha Condé qui est tombé à un prestataire israélien sur les questions de sécurité.
au palais avec une probable plainte à New York contre Alpha Condé, que le gars réclame des milliards. Il y a la question aussi au Togo. Il y a la question au Togo. Et moi, quand j'observe ce qui se passe dans certains de nos pays, je sais qu'il y a la France, mais je sais qu'il y a beaucoup plus d'autres qui sont encore plus nuisibles que la France, mais qu'on ne voit pas souvent, et qui jouent un rôle énorme dans le maintien de nos chefs d'État. Les Français le font peut-être visiblement, on le voit, ils le font de façon arrogante, on voit, on sait que les gens vont chercher parfois leur soutien à l'Élysée, ou bien l'Élysée ferme les yeux parce que bon, c'est un partenaire ou c'est pas quoi, mais il y a d'autres qui sont encore plus nuisibles, mais qui sont discrets. Et donc, nous ne devons pas perdre de vue que c'est tout un ensemble qui compose le soutien de nos chefs d'État et qui maintiennent certains chefs d'État à la tête de nos pays. Et donc, moi, le plus grand souhait pour moi, c'est que le Mali puisse aller de l'avant. Moi, je suis avec les Maliens, mais je suis réservé par rapport à la junte. Je l'ai toujours dit, ils ne me font pas confiance. Ils ne m'inspirent pas confiance. J'espère, je préfère que le temps me démonte. Mais j'observe. C'est ça. J'observe parce que c'est des gens qui sont présents ici. Et quand vous êtes contre les Français, vous ne venez pas au Togo. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous êtes vraiment contre les Français, vous voulez faire quelque chose d'autre au Mali, vous ne tissez pas des relations avec le Togo. Moi, ça la seule, cet indice seul me suffit pour être prudent. Tu es braqué contre le Togo. Je relativise. Je suis pas prudent. Il y a un aspect que je voulais ajouter. Le Togo, tout le monde sait le rôle que le Togo, tout le monde sait ce que le Togo fait. Le Togo est dans la région. Je ne sais pas si c'est une alliance circonstancielle, je ne sais pas ce qu'ils font, mais le fait qu'ils aient développé des relations de proximité avec le régime togolais, moi, ça m'amène à la prudence. Et j'espère, c'est ce que je dis depuis qu'on a commencé l'émission, que les Maliens, qu'eux sont honnêtes en s'engageant dans cette lutte-là, ceux qui sont dans la rue et qui crient la rue sur la France, j'espère qu'ils ne seront pas déçus. C'est ce que je dis. C'est ce que je continue pas à dire. Donc, moi, j'observe. Et j'espère que les choses iront comme prévu et que les gens, à un moment donné, ne vont pas regretter. Tu fais bien observer. Je vais terminer rapidement. Et c'est vrai, il y a des soutiens, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant avec les Européens, c'est qu'ils sont solidaires. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le précaré français, en tout cas l'espace francophone d'Afrique, c'est la France qui a le dernier mot. Ils ont été solidaires. Voilà, ils sont solidaires. Donc, si jamais la France n'est plus engagée quelque part, c'est que le président lui-même l'a exposé, parce que les autres là ne font que compléter l'action pernicieuse de la France dans beaucoup de pays. La France c'est le cheval de Troie. Merci beaucoup. Ce débat, on ne le finira pas avec l'heure qui nous est donnée. Je pense que nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Oui, Ferdinand, un mot pour la... Non, c'est toujours un plaisir de venir ici débattre des questions d'actualité. C'est vrai que nous émettons des opinions, hein. On n'a pas forcément la science infuse. Hein. S'il y a un sujet sur la table, chacun donne son point de vue. Le plus important, c'est de laisser le débat, c'est de laisser chacun s'exprimer. Même si quelqu'un émet une opinion, même la plus incongrue, au moins, il aura dit ce qu'il a dans le ventre, quoi. Et tout ce que nous souhaitons pour nos pays, c'est qu'on ait des dirigeants visionnaires, des dirigeants qui portent des valeurs, des gens qui sont ambitieux, des gens qui veulent vraiment travailler. C'est-à-dire que nous avons en Afrique des dirigeants qui travaillent moins, sinon pas du tout. Les gars, vous les voyez juste, bon, on vous dit qu'il y a conseil des ministres, vous ne voyez même pas des images. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a caché? Qu'est-ce qu'on a à cacher au pays? Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a que des événements sporadiques où vous voyez un président, un premier ministre, et puis après ils retournent dans leur tour d'ivoire. Mais même les Européens que nous taxons de tous les mots, les gars, ils sont là parce qu'ils savent qu'ils ont des résultats. Ils travaillent tous les jours. Ils travaillent. Mais il y a une réunion ici. Mais si vous allez sur la page de l'Élysée, vous voyez tout l'agenda, chaque semaine du président. Vous allez sur la page de la Maison Blanche, vous avez l'agenda du président. Vous savez qu'aujourd'hui il reçoit celui, demain il est ici, après demain il est ici, après demain il est ici, après il est ici. Chez nous là, l'agenda de notre chef d'État là, c'est où? Vous êtes même là, vous apprenez qu'il est quelque part.
Si lui-même ne fait pas une chute là, vous apprenez ça dans la bouche des gens qui n'est pas là. Il y a des territoires au Togo qui n'ont plus reçu de visites des dirigeants il y a des années. Rappelez-moi la dernière fois que un chef d'État togolais, du moins le chef de l'État togolais, a pris par exemple sa voiture pour parcourir Lomé 5AC. Pour voir lui-même l'état de la route. Les gens prennent l'hélicoptère pour aller d'ici à Badou, d'ici à Agou, d'ici à Kara. À peine 500 km. Ça veut dire que... On voit mieux depuis les airs. On voit mieux depuis les airs, certainement. Mais il y a des réalités qui nous échappent. On sent qu'il y a une césure entre les populations et les dirigeants. Vous voyez, la dernière fois, j'ai évoqué ici le fait que quand on nomme ministre au Togo, il va trouver une maison à la caisse. Il n'est plus dans la population. Ce n'est plus son problème. C'est là où il a la sécurité. Donc tout le reste, là, débrouillez-vous. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays et nous avons besoin de dirigeants visionnaires, des gens qui travaillent, des gens qui ont de l'ambition. Le peuple ne demande que ça. Les histoires de fauteuils présidentiels, il y aura toujours quelques groupuscules qui vont se battre pour ça. Moi, je ne suis pas à la recherche d'un fauteuil présidentiel. Je ne pense pas que Luc est dans cette optique-là. Mais il y a des gens de façon légitime qui sont dans cette bataille-là. C'est légitime. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, c'est légitime. Tant qu'il y aura quelqu'un aussi le droit de dire je veux y aller. Je ne sais pas si vous voyez. Mais toute la population ne veut pas aller dans un fauteuil présidentiel. Les gens ont juste besoin d'avoir de l'eau potable, des routes. Et s'ils sont malades, ils vont dans les hôpitaux se faire soigner. C'est tout. Et donc, des chefs d'État qui n'arrivent pas à assurer ce minimum pour leur pays, c'est qu'ils sont en faillite. Ils sont en faillite. Et nous, aujourd'hui, au Togo, ces préoccupations existent. Ces préoccupations existent. En dehors de la propagande politique, le pays est là, abandonné. On parle de la charité de la vie, personne n'en parle. Les dirigeants s'en préoccupent moins. Et donc, nous essayons de faire cet exercice-là pour ne serait-ce que porter les voix des populations, faire des analyses, et puis nous projeter dans l'avenir. Parce que le pays que nous voulons pour nos enfants est un pays moderne, merveilleux, où les gens se retrouvent comme citoyens et travaillent pour sa réussite. Donc, merci pour ceux qui nous supportent. C'est vrai que c'est pas évident, hein? Tout le monde ne peut pas supporter votre tête. Quelqu'un vous regarde et dit, mais lui là, il nous emmerde, lui là, on ne l'aime pas, lui là, c'est normal. Hein, c'est normal, mais on fait le débat et chacun va tirer la quintessence du débat et puis on évolue, c'est tout. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, Luc. Ouais, ok, merci beaucoup. Je voudrais dire que c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici et d'échanger, surtout avec Ferdinand, parce que j'observe en lui une fertilité d'esprit, beaucoup de culture. Et chaque fois qu'il y a ces genres d'échanges-là, ça titille l'esprit et c'est toujours bien, en tout cas en tant qu'être humain, surtout intellectuel, de frotter sa cervelle contre celle de l'autre et donc de faire sortir ce qu'on a à l'intérieur. Je crois que c'est fondamental. Il avait posé une question de savoir depuis combien de temps notre président actuel a au moins fait un voyage de la route, Lomé 5AC, au moins pour voir l'état de... Je crois qu'en 2009, à l'époque, j'officiais sur République of Togo, il y a eu une tournée comme ça, jusqu'à Kara, en tout cas de Lomé à Kara, avec Rumbo. Avec le Premier ministre. Bon, je crois que ça s'est arrêté là. Nous souhaitons que de temps à autre, voilà, nous puissions avoir cette forme de communion entre le dirigeant, le numéro 1 du pays, et le peuple. Parce qu'il n'a sa raison d'être que parce que le peuple est là. Et donc, il n'y a que des actes pour nous prouver qu'effectivement, il en est conscient et qu'il travaille. C'est vrai. Moi, j'ai eu à débattre avec une ministre de la République qui m'a dit que non. Ils prennent beaucoup plus des actions discrètes et que bon, ben, c'est les résultats qui comptent. Je dis non. Dans une gouvernance d'État, c'est dans une gouvernance d'État, en réalité, ce que le président ou les dirigeants font n'est pas aussi grand que ce que la population elle-même est appelée à faire. Mais pour que la population soit consciente de ce qu'elle doit faire, il faut que le ton soit donné. Il faut que l'exemple soit donné. Il faut que la parole lui soit donnée. Il faut qu'il y ait une vision qui est exprimée de façon régulière et permanente, de manière à intégrer dans l'esprit de chaque citoyen une conscience qu'on peut appeler conscience nationale sur un certain nombre de préoccupations, de valeurs, d'identité, etc. Et donc, si la communication gouvernementale est défaillante, vous allez constater qu'il y aura une démobilisation des troupes
autour de ces dirigeants-là, et au-delà des actions, au-delà de la communication, si les actions elles-mêmes ne répondent pas, il y a plutôt, on ne parle toujours dans le pays que des ratés, des situations de corruption, des infractions, des délits qui ne sont d'ailleurs pas punis, et bien sûr que cette confiance qui est supposée régner entre les dirigeants et les dirigés et qui constitue la condition essentielle pour construire un État-nation ne va jamais exister. De ce point de vue, les dirigeants seront obligés à un moment donné de se réduire à résoudre les urgences. Donc ils sont sous le dictat des urgences et ils n'auront pas l'occasion, parce qu'il y aura tellement de problèmes à tout moment à résoudre qu'ils n'auront plus l'occasion de dérouler une vision réelle qui permet de construire un État. Donc je pense que tout ce qui est en train de secouer aujourd'hui notre sous-région constitue des indices intéressants qui montrent que le 21e siècle, ce n'est pas le 20e siècle. Ce ne sont pas les siècles antérieurs. Le 21e siècle se marque par un certain nombre de défis nouveaux, notamment avec l'utilisation des réseaux sociaux, de l'Internet, etc., qui permettent justement de se rendre compte de tout ce qui se fait partout dans le monde et donc d'avoir des éléments comparatifs qui montrent que si vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas efficace, vous ne répondez pas par rapport aux aspirations des peuples, vous êtes dénudé tout de suite. Et de fait, voyez-vous, donc ce 21e siècle-là est plus exigeant. Et cela demande des dirigeants travailleurs, engagés à la cause commune. Mais si on les voit plutôt dans les réunions seulement, dans les voyages, avec des histoires pas révisantes, je crois qu'il y a de quoi décevoir. Il y a un besoin justement de diriger par l'exemple et il faut que nos dirigeants fassent cet effort. Je sais que ce n'est pas facile parce que lorsque vous êtes habitué à certaines facilités dans votre vie, il n'est pas aisé de se déployer pour faire autre chose qui pourrait vous faire rentrer dans l'histoire. Mais je pense que c'est un chemin inconditionnel à partir de l'instant où c'est le bien commun qu'on gère et nous souhaitons que nos dirigeants, que ce soit au Togo ou dans la sous-région de l'ensemble ouest africain, qu'on ait quand même des résultats de cette nature. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que ici, ce sont des journalistes qui parlent, ils disent des choses, des expertises pour corriger la société et aider à trouver des solutions à nos populations. On est contre personne, mais on est contre un système qui n'arrive pas à supporter, à faire épanouir nos populations. Merci d'être passé, Luc Abaki. Un énorme plaisir à vrai dire. Je rappelle qu'il est journaliste, chroniqueur, analyste politique. Il est l'SDG de Groupe Sud Média. Ferdinand Haïté, merci beaucoup. Il ne faut pas dire l'SDG. Il est du DG. Non, c'est la défaite. C'est pas lui qui a fait ça. En tout cas, oui. Merci, c'est un plaisir partagé. Et nous souhaitons une très bonne semaine à tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Merci. Merci. Point final à cette émission. Merci également à vous, les techniciens qui nous ont aidés à animer cette émission. Marc Azangba, Barry Passakwa, son assistant et tous les autres stagiaires. Merci et à la prochaine.